Alors nous avons profité par notre système capitaliste, nous avons affamé des milliards d'individus. Et si nous vivons comme nous vivons, c'est parce que eux, on leur a enlevé le droit d'avoir une certaine dignité. Ne l'oublions pas. Maintenant que nous arrivons à la fin du capitalisme, n'oublions pas ça. Il faut partager maintenant parce que la Terre est unique et qu'elle ne peut plus nous donner plus qu'elle nous a donné jusqu'à présent. Et malheureusement, nous, occidentaux, nous sommes extrêmement orgueilleux. Nous voulons imposer nos fameuses valeurs à la planète entière. Nous voulons imposer notre mode de vie à la planète entière. Nous sommes persuadés de détenir la vérité. Nous sommes persuadés de détenir la science infuse. Cet orgueil, nous le tenons de cette capacité que nous avons eue dans le monde matériel à faire du développement industriel, à faire que le mode de vie a changé. Ça nous a rendus orgueilleux. Mais certes, l'occidental avait des qualités, mais ces qualités, il aurait dû les exploiter pour le bien-être de l'humanité et pas pour son malheur, comme il l'a fait, c'est-à-dire développer un système de vie hyper égoïste en tirant profit des autres pays pour s'offrir, lui, un mode de vie confortable et agréable, mais aux dépens des autres peuples. C'est cela que je reproche à l'homme occidental. Il aurait dû utiliser ses capacités et ses talents, certes il en a, mais pour le bien de l'humanité, en englobant, si vous voulez, l'intérêt de tous les peuples. Et ça, il ne l'a pas fait. Du coup, nous sommes piégés par notre orgueil, par notre égoïsme, et nous allons le payer, bien entendu. Bon, soyons sérieux. Je crois qu'il est temps de faire preuve d'un peu de dignité et de reconnaître notre échec civilisationnel. Je crois qu'il est temps de tout remettre sur la table, y compris les schèmes structuraux que l'on veut croire intangibles parce qu'ils servent notre pouvoir ou notre confort. Et je trouve qu'il est très caractéristique, voyez-vous, de l'arrogance occidentale. Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Ce sont nos valeurs et nos manières d'être qui mènent à ce que l'ONU nomme, je cite, une situation de menace existentielle directe. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité. Quelle suffisance! Alors que faire? Merci. Je ne m'attendais pas à être applaudi ici, c'est une bonne surprise. Je crois qu'il faut être un peu conséquent. Nous ne sommes déjà plus dans une crainte quant à l'avenir. Nous sommes dans un constat quant au passé. Nous avons d'ores et déjà éradiqué plus de la moitié des arbres, des insectes, des poissons d'eau douce, des mammifères sauvages. Nous laissons d'ores et déjà 700 000 êtres humains mourir chaque année de la pollution en Europe. Si même face à cette évidence, nous ne voyons pas la nécessité d'une refonte axiologique et ontologique drastique, c'est que nous faisons preuve d'une cécité que nos descendants, s'ils survivent, auront, croyez-moi, du mal à pardonner. Aujourd'hui, notre objectif, d'abord, c'est pour dire à ces gens-là de quitter. On est en face de leur base militaire. On n'a pas besoin de ça. Dire à la CEDEAO, vos mesures-là sont trop petites. Vous pouvez augmenter. On est debout, nous, femmes nigériennes. Ça, c'est trop petit pour nous. C'est Lim qui a dit, on est au combat. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est de cela qu'il s'agit. D'abord, nous soutenons nos militaires qui nous ont sauvés, qui ont sauvé le peuple du Niger. Deuxièmement, nous disons non aux sanctions de la CEDEAO inhumaines. Nous disons non à toutes les sanctions et nous demandons à ce que toutes ces sanctions-là soient immédiatement levées. Troisièmement, nous disons non à la France. On veut que toutes les Françaises dégagent de notre pays. On n'a pas besoin d'eux. On ne veut pas les voir. Qu'ils quittent notre territoire, tous les militaires. Qu'ils quittent notre territoire. Les militaires auront un délai et nous voulons qu'ils dégagent avant ce délai. Voilà pourquoi nous femmes nous sommes ici réunis. De la CEDEAO, bien sûr, nous demandons qu'il lève immédiatement ces sanctions inédites
qui n'ont été donnés à aucun pays, à tous les pays qui ont fait les coups d'État. Aucun pays n'a eu ces sanctions. Nous leur demandons immédiatement de les lever. Les nouvelles autorités, on leur dit qu'on les soutient. Nous, les femmes, on les soutient à 100%. Parce qu'ils nous ont sauvés. Ils ont sauvé notre pays. Ils ont sauvé le peuple. Et nous les soutenons à 100%. On leur demande de tenir bon, de ne pas reculer devant les sanctions. On est là, on les supportera jusqu'au bout. Aujourd'hui, notre objectif d'abord, c'est pour dire à ces gens-là de quitter. On est en face de leur base militaire. On n'a pas besoin de ça. Dire à la CEDEAO, vos mesures là sont trop petites. Vous pouvez augmenter. On est debout, nous, femmes nigériennes. Ça, c'est trop petit pour nous. C'est l'hymne qui a dit, on est au combat, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est de cela qu'il s'agit. Depuis qu'on a changé l'autre hymne là, nous on savait qu'il y a des gens qui vont partir. Parce que l'hymne a bien dit, sortez pour le combat, unis pour une seule patrie qui est le Niger. Les gens qui ont pensé que le Niger leur appartient, basta. On est là. La patrie ou la mort. Vous voyez la femme nigérienne, on n'a rien vu. Ça, c'est petit pour nous. On est là jusqu'à ce qu'ils partent. Ils n'ont qu'à quitter. On n'a pas besoin de militaires français. Les militaires nigériens nous suffisent. Ils ont fait leur preuve. On est fiers de Tchani et de son équipe. Voilà de quoi il s'agit. À l'endroit des nouvelles autorités, je les encourage. On est derrière eux, devant, à côté, à gauche, à droite. On est debout, comme l'hymne l'a dit, debout pour la patrie. Il faut libérer tous les détenus qui ont été abusivement mis en prison. Voilà de quoi il s'agit. Des Tchadiens ont manifesté contre la présence de la France dans leur pays samedi. Les protestataires ont répondu à l'appel de la plateforme d'opposition Wakid Tama. Au cours de cette manifestation autorisée par les autorités tchadiennes, le drapeau français a été brûlé alors que des stations-service de la compagnie Total Énergie ont été vandalisées. Paris est accusé par les manifestants de soutenir la junte au pouvoir N'Djamena, mais aussi de siphonner le sous-sol tchadien. La France s'entremêle dans la politique. On ne sait pas. Maintenant, tout l'espace tchadien est occupé par l'armée française. L'armée française se préoccupe de la richesse du sous-sol du Tchad et non du bien-être du peuple tchadien. L'ancienne puissance coloniale n'a donc plus bonne presse aux yeux de ces Tchadiens. Des partisans de l'opposition qui jettent désormais leur dévolu sur la Russie. Ce rassemblement intervient après le report le 1er mai du dialogue national dont les travaux préparatoires piétinent à Doha au Qatar. Aline Sitoé Diatta, reine et prêtresse, héroïne de la résistance casamançaise. Née entre 1910 et 1920 à Cabrousse dans le quartier de Mossor, la fille de Silosia Diatta et d'Assonelo Diatta, est devenue le symbole de la résistance de la Casamance à toute forme de domination. Avec la mort prématurée de son père, elle sera prise en charge par son oncle paternel Elabalin Diatta. Très jeune, elle quitta son village pour aller travailler à Ziguinchor comme docker. Mais à cause des conditions de vie éprouvantes, elle va quitter la Casamance pour Dakar, où elle sera bonne à tout faire chez un colon du nom de Martinet, régisseur des produits de base dans l'Ouest africain. Elle devait avoir 18 à 19 ans. Pour certains, elle eut sa première révélation en 1941 à Dakar, lui demandant de rentrer chez elle,
d'où elle mènerait une lutte pour sauver le Sénégal du colon. D'autres sources précisent que c'est le 8 mars 1940, en se rendant au travail, qu'elle entendit une voix lui dire « Rentre chez toi, ou il t'arrivera malheur », mais elle n'a pas obtempéré. Au 4e jour, à son réveil, elle constata qu'elle était paralysée. Elle sera ramenée en Casamance où la paralysie cessa dès son arrivée, mais elle en gardera des séquelles, notamment en boitillant. Elle demanda à son peuple le refus catégorique de toute activité imposée par les colons, refus de payer l'impôt en espèces ou en nature, rejet de la culture d'arachide au détriment de celle du riz, recrutement, enrôlement pour la guerre, et engagea celui-ci sur le chemin de la résistance. En outre, elle disait aussi être porteuse d'un message divin qui consistait en un retour aux sources. Ainsi, elle réhabilita l'ancienne semaine Diola des 6 jours, 5 jours travaillés et repos le 6e jour, ordonna des sacrifices, de nouvelles formes de prière, une nouvelle religion traditionnelle. Un jour, une sécheresse s'étant abattue sur son village, la population lui demanda d'agir. Pour certains, c'est après une concentration, suivie de ces incantations que la pluie vint, et que la sécheresse fut balayée. Pour d'autres, c'est après le sacrifice de Béhuf noir que les pluies bienfaisantes arrosèrent les rizières desséchées. Elle fut aussi capable d'accomplir des miracles. Elle commença par guérir des malades rien que par une imposition de main. Cela s'était produit presque à son insu. Elle rendait visite à une famille et, miraculeusement, dès qu'elle tournait le dos, un homme ou une femme alitée retrouvait leur entrain grâce à la poignée de main d'Aline. Son nom se répandit dans toute la région. De nombreuses délégations villageoises se rendirent à Cabrousse pour la rencontrer. L'audience de la prophétesse ne cessa de croître car, en plus des différents miracles qu'on lui attribuait, son message de respect pour les traditions touchait tous les groupes ethniques, quelle que soit leur obédience religieuse. Et comme l'ancien roi de Casamance était mort, et que son successeur ne pouvait être qu'une personne douée de pouvoirs surnaturels, on pria Aline Sitoé d'assumer la charge. Elle fut sacrée, reine, et beaucoup de monde venait en pèlerinage, ou pour faire les sacrifices qu'elle réclamait en vue du pardon divin, ou pour que la pluie tombe, etc. Devant le nombre de plus en plus important de gens qui venaient en pèlerinage, ou qui se réclamaient de ces idées, ou qui désobéissaient au Toubab, les colons sentant le danger grandir de plus en plus, se lancèrent à sa recherche. L'administration coloniale décréta qu'elle était rebelle et insoumise, qu'elle prônait une insurrection rampante, qu'elle s'opposait à la France et qu'elle était à abattre. C'est ainsi que les soldats arrivèrent un jour où elle était en règle menstruelle. Chez les Diola, les règles sont considérées comme impures et la femme en règle doit, entre autres, quitter son domicile pour aller dormir dans un lieu réservé à cet effet. Ils tirèrent sur ceux qui se trouvaient dans les alentours tuant une femme qu'ils prenaient pour Aline Sitoé, sa coépouse nous dit-on. Le lendemain, pour éviter que d'autres innocents furent tués, elle alla elle-même se présenter aux colons. Aline Sitoé Diatta fut arrêtée, le 8 mai 1943. On mit aussi son mari aux arrêts. Il sera libéré des années plus tard. La reine prêtresse de Cabrousse alla d'une prison à l'autre au Sénégal et en Gambie et finalement fut déportée à Tombouctou, au Mali, où elle sera déclarée morte en 1944. Elle a probablement succombé aux brimades, aux tortures, aux privations de nourriture et au refus de la soigner lorsqu'elle tombait malade. Diéry Diorne Della Folle. Né en 1871. Il est le fils du 32e et dernier Damel, Samba Yaya Folle, qui fut destitué par les Français et placé en résidence surveillée à Saint-Louis où il se suicida, en se jetant dans le fleuve, lorsque, le 18 octobre 1891, le colonisateur lui refusa l'autorisation de se rendre au Cayor pour assister aux funérailles de sa mère, qui venait de décéder. On raconte qu'à l'occasion de son mariage avec une sœur de Canard Folle, ex-chef suprême du Baol occidental, destitué par le colon, Diéry avait reçu de lui, en guise de cadeau, 2 esclaves. Bien plus tard, en compagnie du même Canard Folle et de Bokar Tilas, le chef du canton de Géoul, il se rendit à Thiès où il vendit les esclaves, alors qu'à l'époque cette pratique était interdite, indique M. Gay qui ajoute que le 7 avril 1904, ils furent tous les 3 convoqués au palais du gouverneur à Thiès, par l'intérimaire du commandant Prampin, pour délit de vente d'esclaves. Le commandant leur fut alors infligé des amendes, qu'ils payèrent. Mais Diéry fut retenu, car, en plus de l'amende, il lui fut appliqué une peine d'emprisonnement de 15 jours. Dès que Saritia Massamba Dié, ami du prince Diéry Diorne Della, qui attendait dehors, fut informé de l'affaire, il s'emporta et ainsi s'écria «
l'amende est acceptable, mais pas question qu'on emprisonne mon prince. Jamais je ne l'accepterai, fait savoir Monsieur Gay. En effet, souligne-t-il, au moment où les gardes tentaient de ligoter le prince qui se battait contre eux, Saritia Dié fit irruption dans le bureau tribunal, en défonçant la porte. Ils mirent rapidement en fuite les gardes. Dans la mêlée, Saritia tua d'un coup de poignard l'intérimaire, nommé Henri Chotan. Une fois son acte accompli, il remit son arme dégoulinant de sang à Diéry. Tous deux sortirent et les griots, sur sa demande, se mirent à chanter les louanges de Diéry. Car, pour lui, l'essentiel était de préserver de toute ternissure la renommée de son prince et la postérité ne devait retenir qu'une chose, Diéry a tué le commandant qui voulait l'humilier. Recherché par les hommes du commandant Prampin, Diéry fut tué et son ami exilé en Guyane. De Thiès, Diéry Diorndella, accompagné de son ami et complice, se rendit à Tietou, chez son oncle, Massamba Sassoum Kodou Diop qui est le grand-père du grand savant Cheikh Anta Diop, puis à Sougué. Après avoir fini de consulter ses parents, il décida de ne pas s'enfuir, mais de rester, de se battre et de mourir. Toutefois, la chasse à l'homme était déjà lancée et la tête du prince Diéry mise à prix, mort ou vif. C'est ainsi que, le 9 avril 1904, alors que Diéry était vivement recherché par les hommes du commandant Prampin, son ami et beau-frère Canard Foll, avec qui il avait répondu à la convocation à Thiès, attiré par l'appât du gain et aussi, certainement, dans l'espoir de retrouver les bonnes grâces du colon, le tua dans une embuscade. Il lui coupa la tête et un bras qu'il déposa, en guise de preuve, aux pieds du commandant. Et, comme cela était de coutume à l'époque, pour dissuader les rebelles à l'ordre colonial, la tête et le bras de Diéry furent embrochés sur une perche et exposés publiquement sur la place du marché de Thiès, il avait juste 22 ans. Saritia Dié, l'ami exemplaire, fut arrêté 2 jours plus tard et exilé en Guyane où il se maria et eut 2 enfants, après son jugement. Canard Foll, le traître, fut trahi par le colon et condamné à 20 ans de prison. Il se convertira à l'islam à sa 2e année d'emprisonnement et devint Amadou Canard Foll. Cheikh Amadou Bamba est né en 1853 à Mbaké Baol, localité fondée par son aïeul. Son père, Mame Mor Anta Sali, fut un grand érudit et un juge, cadi, respecté par les rois et princes. Grand pédagogue, il devint le plus grand enseignant de sa contrée du Baol et du Cayor. Le saint homme s'était consacré à cette tâche jusqu'à la mort de son père en 1882. Son école était le lieu de rencontre de tous les juges. Son oncle maternel, Mohamed Bousso, fut parmi les plus grands savants de son époque. Sa mère, Mariama Bousso, plus connue sous le nom de Jaratullahi, voisine de Dieu, par sa piété et ses vertus. Le cheikh a mémorisé le Saint-Coran à très bas âge et acquis une solide formation auprès de maîtres réputés dans bien des disciplines, littérature, sciences religieuses, sciences mystiques, exégèse, etc., et une science d'inspiration divine. C'est peu de temps après le rappel à Dieu de son père, Mame Mor Anta Sali, que s'est déclenchée sa mission réformatrice, vers 1883 à 1884. Il va lancer un appel à l'endroit de ses adeptes dans le but de les éduquer. Il prit alors l'option du djihad par le savoir et la piété quand il a réuni les élèves de son école en leur disant « Celui qui nous avait accompagnés dans le seul but d'apprendre peut aller voir ailleurs, là où il veut. Quant à celui qui cherche les mêmes buts que nous, qu'il continue avec nous dans notre nouvelle voie. » La Mouridiya était née. Après un court séjour à Mbaké Baol, il partit fonder Darussalam et Touba, en 1888, pour enseigner le Coran et appliquer la tradition du prophète, PSL, loin des attaques et des critiques des hommes. Les chefs locaux, inquiets de sa réputation grandissante, le dénoncèrent aux autorités coloniales qui commencèrent à le surveiller. Après Darussalam, il fonda Touba, cité de ses rêves. Malgré tout cela, les calomniateurs avaient réussi à dresser les autorités coloniales contre lui. On l'accusa ainsi de préparer une révolution armée. D'un autre côté, le cheikh, dans son ambition d'accéder au plus haut rang parmi les hommes de Dieu, a signé un pacte d'allégeance avec le prophète Mohammed, PSL, pour être son serviteur, Khadimou Rassoul. Ainsi, dira-t-il, je signe aujourd'hui un pacte d'allégeance avec le messager nommé Mustapha, PSL, pour être à son service. Que Dieu fasse que j'honore l'engagement. L'exil du cheikh et sa déportation par le colonisateur, de son pays, des siens et de ses disciples en 1895, était une dure mise à l'épreuve de la part de Dieu.
Et cette épreuve devait servir comme escalier lui permettant d'accéder au rang des vertueux et d'honorer les engagements liés à son pacte d'allégeance. Ce qui lui avait valu une convocation pour comparaître à Saint-Louis, la capitale coloniale d'alors, dans le cadre d'un procès qui n'était qu'une sorte de complot pour l'exiler au Gabon, malgré l'absence de la moindre preuve pouvant le condamner. Mais le cheikh avait compris très tôt, de par sa perspicacité, qu'il était vain de résister à la domination coloniale par des armes. Pour lui, le meilleur moyen pour les combattre consistait à miser sur l'enseignement et l'éducation des masses. Cet exil de Cheikh Amadou Bamba a duré plus de 7 ans, de 1895 à 1902. Après son retour d'exil, il a subi un second exil en Mauritanie où il a passé 4 ans, de 1903 à 1907. Puis, les colonisateurs l'assigneront à résidence à Thiéyenne, jusqu'en 1912. L'année où il sera transféré à Diourbel, en résidence surveillée, jusqu'à son rappel à Dieu en 1927. Il sera transporté par son premier calife Mouhamadou Moustapha Mbaké à Touba, la ville qu'il chérissait tant, pour le repos éternel. L'histoire de Blaise Diagne, un Français défenseur des intérêts africains. Premier député noir africain élu à l'Assemblée nationale, constamment réélu de 1914 à 1934, membre des cabinets de Clémenceau et de Laval, maire de Dakar de 1924 à 1934, Blaise Diagne fut un des hommes politiques les plus importants de son temps et exerça pendant 20 ans plus d'influence que n'importe quel autre Africain francophone à son époque. Il fut en quelque sorte un précurseur. Blaise Adolphe Diagne est né le 13 octobre 1872 sur l'île de Gorée. Il est d'ascendance lebou et wolof. Fils de Nyokor, un sérère de Gorée qui était marin cuisinier, et Nyanya Prera, une mandjak originaire de Guinée-Bissau, Blaise Diagne, né Gaye Mbaye Diagne. Il est très tôt adopté par la famille Crespin, une famille respectée de métis originaires de Gorée et de Saint-Louis. C'est son père adoptif, Adolphe Crespin, qui lui donnera le prénom de Blaise. Il apprend très tôt à lire et à écrire, bénéficie d'une éducation solide qui s'appuie sur d'incontestables qualités intellectuelles. Il étudie à l'école des frères de Gorée, puis à l'école laïque de Saint-Louis. Il figure ainsi au palmarès de la distribution des prix de l'école laïque de Saint-Louis en août 1884. Boursier du gouvernement, il va poursuivre ses études en France, à Aix-en-Provence. Malade, il revient poursuivre ses études à l'école secondaire des frères de Plohermel, ou de Duval, puis prépare en 1891 le concours d'entrée dans la fonction publique au service des douanes où les places réservées aux Africains sont assez peu nombreuses à l'époque. Blaise Diagne se marie avec Marie-Odette Villain. Ils auront 4 enfants dont Adolphe, médecin militaire, Roland, fonctionnaire dans les chemins de fer et Raoul, footballeur professionnel et le premier footballeur africain à être sélectionné en équipe de France. Diagne est reçu au concours en 1892 et pendant les années qui vont suivre travaille comme fonctionnaire des douanes, occupant des postes dans des localisations géographiques variées au Sénégal, au Dahomey, jusqu'en novembre 1892, au Congo jusqu'en 1898, à La Réunion, 1898 à 1902, où il sera initié au mystère de la franc-maçonnerie, puis Madagascar, 1902 à 1903, où ses opinions avancées déplaisent à Gallieni. Envoyé en Guyane en 1910, ses liens avec le gouverneur sont facilités par leur appartenance commune au Grand Orient de France. En 1914, il est nommé contrôleur des douanes en Guyane. Au début de sa carrière, il est bien noté par ses supérieurs qui estiment néanmoins qu'il manque par trop de respect envers les hommes d'affaires et les fonctionnaires français, ce qui lui vaut 2 mois de suspension en 1899 pour insubordination. Un de ses supérieurs le décrit comme un « caractère indiscipliné et frondeur ». Conscient que sa carrière de fonctionnaire ne lui permet pas d'envisager une carrière politique, Blaise Diagne décide de se présenter à la députation à Dakar. Il se présente dans la circonscription des 4 communes du Sénégal, Saint-Louis, Rufisque, Dakar et Gorée, qui jouissent d'un statut spécial unique dans l'empire colonial africain de la France. Ce statut confère à leurs habitants la possibilité de voter lors des élections, ils peuvent élire des conseillers municipaux et un député. Le gagnant des élections législatives représente les 4 communes au Palais Bourbon. Diagne part avec un désavantage car est inconnu de la plupart de ses électeurs, il a quitté le pays en 1892. Il bénéficie néanmoins du soutien de Galandou Diouf, un Africain membre du Conseil général qui s'est fait remarquer par ses prises de position hostiles à l'administration. Il est aussi soutenu par Cheikh Amadou Bamba, le chef de la communauté mouride.
Il est également appuyé par Hassan Ndouaye, un des chefs de la communauté lébou dont le soutien compense son manque de notoriété. Enfin, il est épaulé par Amadou Duguay-Clédor qui restera un fidèle parmi les fidèles. Diagne cristallise les espoirs d'une génération qui rêve de se voir représentée par un noir au Palais Bourbon. Diagne est tenace, il convainc le groupe des « Jeunes Africains », mené par Lamine Gueye, le futur leader du Parti socialiste sénégalais, de se rassembler derrière sa candidature et obtient le soutien des petits commerçants français, parmi lesquels Jean Darami Doxobi, qui dirige le journal « La Démocratie », un journal qui deviendra l'organe officiel de la campagne de Diagne. Les élections sont houleuses car le poste risque d'échapper, pour la première fois, aux Français et aux Métis qui se le partagent depuis 1897. Au premier tour, le 26 avril 1914, Diagne arrive en tête avec 1910 voix contre 671 à son concurrent direct le député sortant Carnot. Lors du second tour qui a lieu le 10 mai, Diagne l'emporte avec 2424 voix, le second, Imburgère obtient 2249 voix, contre 472 à Carpeaux, le député sortant qui ne finit que troisième. À Paris, c'est la surprise. Le ministre des colonies ne comprend pas ce qui se passe, les marchands de Bordeaux protestent auprès de William Ponty, le gouverneur général. Les adversaires de Diagne manœuvrent pour essayer de faire invalider l'élection, le déstabiliser, voire l'acheter. Mais l'élection de Diagne est malgré tout validée, ce qui est à mettre au crédit de William Ponty, gouverneur de l'AOF. Blaise Diagne arrive au Palais Bourbon en juillet 1914. Il est le premier Africain de l'histoire française à siéger au Palais Bourbon, il y est surnommé « la voix de l'Afrique ». Membre du groupe Union républicaine radicale et radical-socialiste animé par Maurice Violette, franc-maçon lui aussi, il est réélu sans interruption jusqu'à sa mort, malgré des campagnes systématiquement hostiles de ses adversaires colonialistes, qui n'aiment pas voir un noir à l'Assemblée. « Je suis noir, ma femme est blanche, mes enfants sont métis, quelle meilleure garantie de mon intérêt à représenter toute la population, dit-il. Blaise Diagne adhère à la section française de l'Internationale ouvrière, SFI au Parti socialiste, en décembre 1917, mais aucun document n'a été retrouvé sur la date de son départ du parti, probablement peu après son arrivée. Il rallie ensuite le Parti républicain socialiste puis les indépendants de Georges Mandel. En août 1914, la France entre en guerre. Il réussit à faire voter la loi du 29 septembre 1916 conférant la nationalité française aux Sénégalais issus des 4 communes, sans les soumettre au code civil ni leur faire perdre leur statut personnel. En 1917, un tournant intervient pour le député Diagne. L'armée française a besoin de forces vives et de renforts dans les tranchées du nord de la France. Diagne bénéficie de la confiance des Africains, et en Afrique, il y a eu plusieurs révoltes contre l'enrôlement destiné à pourvoir la France en hommes. Il est donc sollicité par Clémenceau qui crée un poste spécial dans son gouvernement, commissaire général des troupes africaines avec rang de sous-secrétaire d'État aux colonies, pour lui et l'envoi en mission en Afrique. Il mène avec succès des missions en Afrique occidentale française pour organiser le recrutement militaire en cette période de guerre. De février à août 1918 et de Dakar à Bamako, il essaie de convaincre ses compatriotes de venir se battre en France tout en leur promettant des médailles militaires, un certificat de bien manger, un habillement neuf et surtout la citoyenneté française aux combattants après la guerre. Les primes aux recruteurs sont aussi fortement augmentées. Il réussit à mobiliser 63 000 soldats en AOF et 14 000 en AEF. Il retrouvera d'ailleurs cette fonction de 1931 à 1932, dans le premier gouvernement de Pierre Laval. Au Sénégal, le nouveau gouverneur Gabriel Engoulevent qui rechigne à le recevoir est prié par Georges Clémenceau d'accueillir Diagne à sa descente de bateau avec tous les honneurs dus à son rang. À son retour, il sera sollicité pour recevoir la Légion d'honneur, récompense qu'il refusera d'accepter considérant n'avoir fait que son devoir. Le rôle de Diagne en cette fin de Première Guerre mondiale l'installe désormais comme un personnage incontournable dans les rapports entre la France et les colonies. Il ne fait cependant pas l'unanimité et ses détracteurs ne manquent pas de l'attaquer. Le journal, Les Continents, l'attaque en disant qu'il aurait reçu de l'argent pour avoir recruté des Africains. Blaise Diagne poursuit l'éditeur en justice et Clémenceau témoigne en sa faveur, déclarant que Diagne avait mis fin à la révolte des Africains par la seule force de sa personnalité et que la question d'une quelconque récompense financière ou autre pour service rendu n'avait jamais été soulevée. En 1919,
Diagne est président du premier congrès panafricain à Paris où il rencontre Webb Dubois qui prône le panafricanisme sans tenir compte des frontières et Marcus Garvey, avocat du panafricanisme et du Back to Africa. Diagne déclare alors « Nous Africains de France avons choisi de rester français puisque la France nous a donné la liberté et qu'elle nous accepte sans réserve comme citoyens égaux à ses citoyens d'origine européenne. Aucune propagande, aucune influence de la part de Noirs ou de Blancs ne peut nous empêcher d'avoir le sentiment que la France seule est capable de travailler pour l'avancement de la race noire. » Diagne est intransigeant lorsqu'il s'agit de dénoncer les actes racistes. En 1919 par exemple, 2 touristes américains chassent 2 officiers africains d'un bus car ils ne comprennent pas que la ségrégation raciale ne soit pas appliquée en France. Diagne proteste au Parlement, ce qui conduit le président de la République, Raymond Poincaré, à se prononcer clairement et publiquement contre les discriminations liées à la couleur. En 1922, il se signale une nouvelle fois au Parlement, prenant la parole au lendemain d'un scandale sportif qui a fait grand bruit. Le boxeur Battling Siki, originaire du Sénégal, Saint-Louis, est dépossédé de son titre après sa victoire sur Marcel Carpentier par la Fédération française qui revient sur la décision de l'arbitre. Siki a gagné par KO, l'arbitre l'a déclaré perdant, mais les protestations du public contre une injustice flagrante l'ont conduit à redonner la victoire à Siki. « Si je m'exprime aujourd'hui, dit Diagne, c'est pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas à l'avenir. Il est inconcevable qu'on ait privé Siki de sa victoire simplement parce qu'il est noir. » Le titre sera finalement redonné à Siki malgré les critiques. Diagne continue à ne pas laisser indifférent et est qualifié par certains de traître pour avoir amené des Africains combattre aux côtés de la France pendant la Première Guerre mondiale. D'autres le louent pour avoir renforcé la position des « peuples de couleur » dans l'Empire. Les milieux coloniaux conservateurs le jugent trop pro-africain et hostile à l'administration. Diagne est en 1921 président de la Commission sur les colonies. Il négocie avec les riches commerçants bordelais, qui lui étaient hostiles à ses débuts, ce qui ne plaît pas à ses détracteurs. Une opposition composée de jeunes Africains a même essayé de lui faire mordre la poussière lors des élections en 1918, sans succès. Lamine Gueye, qui a bénéficié de l'aide de Diagne à ses débuts à Paris, entame sa propre carrière politique et devient un opposant à Diagne. Gueye pousse Paul Defer, père de Gaston Defer, futur maire de Marseille, avocat à Dakar, à se présenter contre Diagne. Ce dernier bat facilement Defer et sera constamment réélu, en 1928 face à son ancien compagnon Galandou Diouf qui s'est retourné contre lui, et en 1932 notamment, grâce à son action en faveur des paysans. Il reçoit chez lui le jeune Léopold Sédar Senghor qu'il considère comme son correspondant à Paris et qu'il emmène à l'occasion en randonnée avec sa famille. Au début des années 30, il livre la bataille de l'Arachide, en usant de toute son influence politique et en mobilisant tous ses réseaux économiques et politiques pour que la Chambre des députés accorde une subvention à l'arachide sénégalaise victime de la crise mondiale qui sévit en ce début des années 30. Diagne entre en 1931 dans le cabinet dirigé par Pierre Laval comme sous-secrétaire d'État aux colonies, fonction qu'il conservera dans les 2e et 3e cabinets de Laval. Ses détracteurs l'accuseront d'être un vieux politique coupé des réalités africaines dans son ministère. La bataille livrée pour obtenir des subventions pour l'arachide sénégalaise a affaibli Diagne qui est malade. Alors qu'il est en voyage officiel en AOF, Diagne ressent un malaise et est rapatrié en France où il décède à Cambo-les-Bains le 11 mai 1934. Défenseur des intérêts africains tout en étant assimilé, présent au cœur des rouages de la vie politique française, Diagne préfigure ce que seront les carrières d'autres députés africains au lendemain de la Seconde Guerre mondiale comme Galandou Diouf, Léopold Sédar Senghor, Lamine Gueye ou encore Félix Houphouët-Boigny qui hériteront tous du style Diagne. Tous ces lieutenants, même si certains sont devenus ses adversaires par la suite, deviendront des ténors de la politique sénégalaise. Parmi les nouveaux chefs d'État africains après les indépendances, beaucoup étaient, comme Diagne, d'anciens députés du Palais Bourbon, mais la mort de Diagne marque la disparition de celui qui fut peut-être le noir le plus notoire de son temps, et un des hommes politiques africains les plus influents de la première moitié du XXe siècle. Blaise Diagne est devenu franc-maçon alors qu'il était fonctionnaire des douanes à La Réunion. Il a été initié le 21 septembre 1898 dans la loge L'Amitié du Grand Orient de France à Saint-Denis de La Réunion. Il accède à la maîtrise en 1901 et, selon ses affectations, travaillera dans différents ateliers comme l'Indépendance malgache de Tamatave, les Inséparables du Progrès à Paris, l'Union guyanaise ou la loge Pythagore dont il fut le vénérable maître de 1922 à 1926.
Blaise Diagne est le premier franc-maçon de couleur à accéder au Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France en 1922. Membre du comité permanent des loges d'outre-mer, créé en 1919, il s'occupe en particulier des loges d'Afrique, et pendant un temps, de celles de Madagascar. Il sera jusqu'à sa mort en 1934, un franc-maçon actif. Monsieur Alassane Diagne, petit-fils du défunt, apporte les précisions suivantes. Blaise Diagne n'a pas été inhumé à la porte du cimetière à cause de son appartenance maçonnique, mais plutôt en reconnaissance des services rendus à la France d'une part, au monde noir en général d'autre part et particulièrement au Sénégal, et en voulant respecter son propre vœu d'être inhumé à côté de sa maman Nyanya Antoine Pereira. L'État français a acquis le titre foncier et confectionna la tombe de marbre ainsi que la statue en bronze à l'entrée du cimetière. Ainsi son inhumation à l'entrée du cimetière n'était rien d'autre qu'un acte de reconnaissance à son rang et à la grande œuvre qu'il accomplit pendant les 63 ans de sa vie. J'ai par devers moi-même le titre foncier en question ainsi que toutes les photos de la cérémonie de son inhumation depuis l'arrivée de sa dépouille mortelle au port de Dakar jusqu'à son inhumation. Il en fallut entre le 11 mai 1934, date de sa mort, et le 18 décembre 1934, acquérir le terrain, construire la clôture et le portail, confectionner l'embase en marbre, faire sa statue, transporter le corps, qui a été embaumé à fin de conservation, et organiser le protocole de son inhumation. Vous pouvez vous imaginer qu'à l'époque 6 mois furent nécessaires. Le souvenir du premier Africain ministre de la République française reste vivant au Sénégal. Plusieurs lieux publics portent son nom, l'avenue Blaise Diagne, une des plus grandes de Dakar, le lycée Blaise Diagne de Dakar et, sous la présidence de Abdoulaye Wade, l'aéroport international du Sénégal, à une quarantaine de kilomètres de Dakar, a été nommé aéroport international Blaise Diagne. Un buste honore sa mémoire sur l'île de Gorée.